Bonjour et bienvenue sur Technapal, TK Papa. Alors vous voyez, je suis vraiment tout petit à côté de cette énorme boîte. C'est un paquet qui fait 57 kg, 70 cm sur 70 cm sur 75 cm, donc on est à 60, 70, 75, voilà. Donc on est sur quelque chose qui est énorme. Et c'est donc là qui dit Max 4. Alors ceux qui suivent ma chaîne et qui ont regardé la vidéo, vous avez déjà pu voir des images de cette machine lors de mon reportage au Formnext en Allemagne. Et donc je suis très content d'avoir reçu cette machine. Et puis ceux qui connaissent la chaîne savent que qu'on dit Chidi d'ailleurs, fait partie des marques que j'apprécie vraiment particulièrement. Donc allez, trêve de blabla, on est parti pour une découverte de cette machine. Et avant de vous laisser avec le générique, petit instant publicitaire. Si jamais la machine vous intéresse, vous pouvez la commander en passant par le lien affilié qui est en description. Pour vous, ça change rien. Pour moi, ça fait un petit retour. Et puis, ça montre à la chaîne également, enfin à la marque, pardon, que vous intéressez à cette chaîne. Donc, c'est bénéf pour tout le monde. Et puis sinon, un pouce, un like et un commentaire surtout sont les meilleures manières de m'aider. Allez, générique. Bon, alors qu'est-ce que Chidi a proposé avec cette Max 4? Donc première chose, on peut voir, on est clairement sur la même, le même design, hein, la même logique que ce qu'on avait avec la Plus 4. Ce côté un peu Cybertruck, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, personnellement, moi j'apprécie. Je trouve qu'il est à la fois sobre et en même temps inspirant. Mais voilà, ça c'est vraiment un point de vue personnel. On voit qu'on a une imprimante qui est à 1049 €, alors 1149 € normalement, mais ici ils disent moins, bon voilà, 1049 € à peu près. Une imprimante qui a un volume de construction qui est intéressant et un peu atypique, puisque on a donc un volume de construction de 390 sur 390, et là où je dis atypique, c'est 340, donc on a un volume de construction qui est assez large sur les axes X et Y et un peu moins haut sur l'axe Z, donc voilà, c'est un parti pris. Certains constructeurs pensent que c'est mieux d'avoir plus en hauteur, un peu moins sur les côtés. Chidi ici fait le choix inverse, et c'est un choix qui peut tout à fait se justifier en fonction de ce qu'on imprime et des cas d'usage qui sont les nôtres. Vous voyez ici le prix, c'est pour la machine toute nue. On a également un prix un peu plus important si on prend avec leur Kiddy Box, qui est un AMS, hein, en gros, pour pouvoir imprimer en multicouleur. Au niveau des caractéristiques techniques, on est vraiment sur une machine qui coche à peu près toutes les cases quand on veut imprimer du technique. J'entends par là qu'on a à la fois une chambre activement chauffée dans un caisson entièrement fermé. On est évidemment sur une Core XY ici. Ils mettent en avant un plateau chauffant qui est extrêmement uniforme. On le testera au moment de l'impression, enfin on le testera plus tard dans la vidéo. La chambre activement chauffée, comme je le disais, peut monter jusqu'à 65 degrés, ce qui offre quand même un certain avantage pour certains filaments techniques. Alors, on s'entend bien, il s'agit de la possibilité de pouvoir imprimer des filaments techniques, pas des filaments hyper techniques qui nécessitent des machines industrielles. Hein. Je ne pense pas qu'on puisse vraiment imprimer du PIC avec cette machine, mais pour la plupart des filaments techniques que un artisan, un professionnel ou un passionné qui a besoin, par exemple pour faire du drone et tout ça, il pourra clairement travailler avec cette machine. Alors un point intéressant, vous le voyez ici, c'est qu'il y a une petite boîte sur le côté, hein, c'est ce qu'ils appellent leur Polar Cooler, qui est censé, alors on regardera plus en détail dans la vidéo son fonctionnement et voilà quel est son avantage, ou est-ce que en fait ça n'a pas d'intérêt et c'est un argument marketing, on verra ça plus tard, mais une boîte qui permet normalement de réduire de nombreux problèmes liés à une ventilation insuffisante quand on imprime des pièces très techniques ou des pièces très larges. Par exemple du PLA avec vraiment l'utilisation complète du plateau. Et donc ici ils le disent, hein, assurez-vous que les grandes pièces PLA ne vont pas faire du warping, donc se décoller sur les coins grâce au
Polar couleur on, donc on testera ça dans la vidéo. Et pour le reste, on est sur les mêmes logiques que ce qu'on avait vu avec la Plus 4, ou fondamentalement que la plupart des machines actuelles, c'est-à-dire une grande vitesse d'impression, une grande accélération. Alors au niveau de la vitesse d'impression, ils disent ici jusqu'à 800 mm par seconde, c'est vraiment beaucoup par rapport au marketing d'autres machines où en termes de vitesse d'impression et non pas vitesse de déplacement, on annonce plutôt les 500-600. Mais donc voilà, personnellement, moi je suis pas très attaché à la course aux chiffres et à ça. Hein. Je suis quelqu'un d'assez conservateur dans ma manière d'imprimer et en général, je préfère réduire la vitesse d'impression pour m'assurer de la qualité. Au niveau de la buse, on a aussi quand même quelque chose d'assez costaud puisque on peut monter jusqu'à 370 degrés et ils annoncent un flow rate de 40 mm3 par seconde, ce qui est quand même fort important. On a un rail linéaire sur l'axe X et ça, j'aime bien. Et évidemment, une structure tout en métal Core XY, on l'avait vu. Alors, point également important à souligner, alors je vais pas la cramer pour vérifier, hein, mais ils mettent en avant dans leur marketing qu'on a une chambre qui est qui aide à retarder les flammes en cas de départ d'incendie. Donc je vais pas foutre le feu à ma machine pour vérifier, mais c'est bien à noter que c'est indiqué sur leur fiche technique. Et dernier point à noter, c'est que cette machine, elle a un firmware ouvert et elle fonctionne sous Clipper, donc avec une interface quand même facilitée au niveau de l'interface machine, mais on verra ça plus tard. Bon, alors pour des raisons d'organisation pratique, je ne vais pas faire un unboxing comme ça en montrant le carton. Je vais tout mettre avec ma femme sur la table et puis que vous ne verrez pas dans la vidéo d'ailleurs, ma femme, hein, pas la table. Et puis après, on va regarder un petit peu tout ça de plus près. Bon, alors voilà, vous le voyez pas forcément, hein, mais je peux dire que c'était quand même vraiment bien emballé dans la boîte, protégé de polystyrène, de tubes gonflés, de toute une série de choses. Et il n'y a pas eu l'air d'avoir de la casse parce que c'est quand même sacrément costaud, hein, je le disais, 57 kg le paquet. Après, voilà, on s'est entouré de plastique. Donc, une chose aussi, hein, c'est la vitre supérieure ici. Hein, alors, difficile de tenir avec mon autre bras. Donc, on a, elle est énorme. Et je vois ici qu'ils vont avoir fait le même système que sur la Plus 4 pour pouvoir pousser la vitre en arrière pour permettre la chaleur de remonter sans devoir ouvrir la porte quand on imprime par exemple du PLA ou du PETG. Donc ça, c'est plutôt pas mal, mais on verra ça quand on fera le tour complet de la machine. Bon, alors comme d'habitude, on a un guide de démarrage rapide qui est traduit en plusieurs langues, qui est assez clair. Alors la traduction, c'est du Google Traduction, hein, faut pas s'attendre à du Baudelaire, mais ce sera quand même suffisant pour comprendre ce qu'on doit faire et puis comprendre un petit peu les différentes parties de notre imprimante. À l'intérieur, on a une toolbox et on va retrouver dedans à peu près tout ce qu'il faut. On a la petite clé USB, le support de bobine, on a un câble réseau, voilà. Alors je ne sais pas s'il donne le câble réseau pour l'utiliser en réseau ou si ça a une autre fonction, ce câble RJ45, on verra plus tard. On a un tournevis et c'est toujours bien d'avoir plutôt un tournevis que des petites clés Allen. Et on en a un deuxième. Bref, toute la quincaillerie nécessaire pour démarrer. On a un tout petit peu de filament test. Vraiment un tout petit peu. Moi j'ai l'habitude de dire que 20 grammes comme ça, c'est pas très utile. Mais bon, au moins ils l'ont donné. Et alors, ça c'est quand même intéressant à noter, on a une lame de remplacement et également un, je sais plus le nom, un fusible en gros pour l'alimentation de remplacement. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal équipé. On a le minimum, mais on n'a pas moins non plus de ce qu'on pourrait avoir besoin. Alors vous le voyez peut-être déjà ici. Mais à l'intérieur, on a une kiddie box. Pourquoi? Parce que c'est la version combo que j'ai moi. On peut également, je pense, l'acheter ou on pourra également l'acheter sans le kiddie box. Donc, et le kiddie box, pour le rappeler, c'est en gros l'AMS de chez Kiddie. C'est un boîtier qui permet de faire des impressions multicouleurs. Alors, on n'est pas du tout sur une logique de multi-tête, etc. On a une seule tête. On est vraiment sur la logique du boîtier qui va utiliser une tête unique et qui va faire switcher les filaments
J'ai déjà fait une vidéo là-dessus et je l'ai déjà montré dans mon test de la Plus 4. C'est la solution de chez Kiddy pour ça. Personnellement, je suis pas fan du tout de ce genre de solution multicouleur parce que ça génère beaucoup de déchets, mais on le verra plus tard dans la vidéo. Mais c'est bien d'avoir la possibilité et de l'avoir si on a besoin d'imprimer et voilà, ça dépanne, j'ai envie de dire. Alors, comme je le disais, porte ouverte, on a ici la Kiddy Box, donc je dois retirer quelques vis pour pouvoir le dégager. Donc voilà, on avait une série de petits plastiques à retirer comme ça, à dévisser pour pouvoir libérer la Kiddy Box. Et puis en même temps, c'était des points de sécurisation pour que les choses ne bougent pas pendant le transport. Donc on peut dire que de ce côté-là, ils ont quand même réfléchi à bien protéger pour le transport la machine. Et une fois déballée, on a la Kiddy Box qui elle-même est emballée. Alors, on la regardera plus en détail un peu plus tard dans la vidéo. Mais en gros, elle arrive comme ceci, avec également tout ce qu'il faut, les tubes PTFE, etc. pour pouvoir travailler avec le cordon d'alimentation, puisque pour rappel, la Kiddy Box permet également de déshydrater le filament. Et point à noter, la machine ne vient pas prééquipée du hub. Donc le hub est fourni avec la version combo où vous sera donné également si vous achetez la Kiddy Box tout seul après avoir acheté la machine tout seul par exemple. Donc ça c'est à noter. Donc a priori si vous achetez la machine sans Kiddy Box, vous n'aurez pas le hub qui est fourni avec. Alors évidemment on a un plateau qui est fourni avec et c'est un plateau texturé. Hop, avec la lumière j'espère que vous le voyez. C'est un plateau texturé de la dimension donc de 39 cm sur 39 cm. On a un détrompeur pour pouvoir le mettre correctement à l'intérieur et c'est la même surface des deux côtés. Et là encore, on a quelques vis à retirer pour débloquer le plateau. Alors, on est encore sur une conception à 2 tiges filetées plus les rails qui suivent. Je sais que certaines personnes reprochent à la machine de ne pas avoir une troisième tige filetée. C'est vrai que ça paraît mieux d'un point de vue mécanique de pouvoir l'avoir. Maintenant, on verra dans les tests si l'impact en réel et au quotidien de cette machine se ressent. Alors, pour être tout à fait honnête, et puis vous le verrez dans le test, j'ai la machine bien à l'avance et donc ce n'est pas un test comme je fais régulièrement de sortie de boîte où je teste les premières impressions. Là, je vais l'utiliser pendant à peu près un petit mois avant que vous puissiez voir cette vidéo. Donc, mon test reflètera également une expérience sur un plus long terme, évidemment pas 2 ans, mais sur un plus long terme que simplement une expérience de sortie de boîte. Bon, alors en gros, voilà pour l'unboxing. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est retirer les petits plastiques et puis je vais vous montrer les quelques points de montage qu'on a à faire, puisqu'on a quand même 2-3 petites choses à régler pour le montage, mais c'est pas énorme. Donc alors, première chose à faire, c'est de venir installer ici le support de bobine externe, si vous souhaitez l'installer. Pour ça, c'est pas compliqué. Les 2 pièces, l'une vient se clipser là et la deuxième s'attache comme ceci. Donc voilà, de ce côté-là, pas de grande difficulté, on vient mettre notre bobine ici. Et ensuite, si on n'utilise pas la Kiddy Box, on vient attacher le tube PTFE comme ceci. Alors la suite va dépendre si vous avez pris une version combo. Si vous avez pris une version pas combo, donc sans la Kiddy Box, en gros voilà, la machine elle est prête, donc il n'y a que le support de bobine à mettre. Évidemment, il faut retirer, dévisser toutes les petites caches de protection et retirer les colliers de serrage. Mais globalement, en montage, il n'y a que ça à faire. Par contre, si on doit venir installer la Kiddy Box, on a quand même une petite étape supplémentaire à faire. Alors, première chose à faire, c'est de prendre le hub et de venir l'installer derrière la Max 4. Alors pour ça, on va venir retirer notre support de bobine. Et sur le support prévu pour installer le support de filament, on vient glisser le hub, comme ceci. Et on vient évidemment avoir retiré le tube PTFE et brancher le tube PTFE ici. Ensuite, on va venir prendre les tubes PTFE qui étaient fournis avec la Kiddy Box. On a ici un petit hub de 4 et venir les mettre tous les 4 pour les brancher à l'arrière de la Kiddy Box. Et on vient mettre un petit, je ne sais pas le nom qu'on donne à ça, mais en gros, vous voyez, c'est un petit truc qui tient les tubes PTFE, qui évite qu'ils s'en mêlent. Donc voilà, on en a un, on vient le fixer là. Donc l'arrière doit ressembler à ceci. Et puis maintenant, ce qu'on va venir mettre, c'est brancher les câbles donnés à l'imprimante.
Donc d'abord, on a ici un câble signal 8 broches. Donc on met les 8 broches dans la kiddie box et on vient brancher dans le hub. Ensuite, on prend le 4 broches qu'on met également dans la kiddie box. Et de l'autre côté, c'est 8 broches qu'on vient brancher dans la machine. Et voilà, comme ça, la machine est branchée et prête à l'emploi. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est un petit peu ranger mon brol et puis faire un petit tour du propriétaire. Comme ça, vous voyez quelques détails sur la machine. Bon, alors d'un point de vue extérieur, ceux qui connaissent déjà la Plus 4 vont pas être dépaysés puisque c'est en gros la Plus 4 en grand, hein. En tout cas, d'un point de vue des caractéristiques externes. Donc, on a le même style Cybertruck de Tesla pour la machine. L'écran est positionné à peu près de la même manière. On a un écran qui est orientable, pardon, mais pas, voilà, orientable du bas vers le haut, mais pas du haut vers le bas. Donc, ce qui est bien dans certains cas, en fonction, enfin, si comme moi, vous avez des racks et que vous mettez l'imprimante un petit peu haut, peut-être que vous auriez aimé pouvoir la basculer plutôt du haut vers le bas. Bon, voilà, c'est pas courant, hein, donc c'est vraiment pour faire le difficile que je dis ça. Les portes sont en verre trempé ainsi que le capot supérieur. On a à ce niveau-ci un petit port USB pour pouvoir venir mettre nos fichiers en locaux via une clé USB ou éventuellement faire des mises à jour si on ne passe pas par la fonction OTA. Au niveau de l'extrudeur, comme vous pouvez le voir, on est sur quelque chose quand même d'assez connu, quoique un peu différent, je le trouve légèrement plus classe. On a toujours la possibilité de venir retirer la coque avant facilement. Et on peut voir que ici, contrairement peut-être à la Plus 4, j'ai plus le souvenir, ici on a directement déjà le cutter qui est installé, ainsi que à ce niveau-ci, le petit tapis pour nettoyer la buse. Donc ça c'est pour utiliser principalement le système multicouleur. Alors, malheureusement, toujours pas de système de buse à changement rapide, donc il faudra dévisser la buse pour pouvoir la remplacer par une autre. C'est pas super contraignant, mais on a un peu pris l'habitude aux buses à changement rapide, donc ben voilà, ça c'est peut-être un point de détail à marquer. Et on a également ici un bac, bon je le montrais avec le tapis nettoyeur, mais on a un bac pour pouvoir venir évacuer les déchets lors de l'impression. On va également retrouver une trappe pour pouvoir changer le filtre au besoin. Alors à ce niveau-ci, on a une caméra, on verra en fonctionnement quelle est la qualité de la caméra. Et comme je vous disais, on a une double tige filetée pour monter le plateau. Et comme je disais aussi, certains auraient préféré avoir une triple tige filetée. Sur la partie avant, vous voyez une LED. On verra également la qualité de la visibilité un peu plus tard. Et l'ensemble de la partie supérieure est recouverte d'une espèce de mousse qui permet de venir faire un peu d'isolation du capot de verre supérieur. Donc ben voilà, ça c'est pas plus mal. Et en parlant du capot supérieur, eh j'expliquais tout à l'heure que c'était comme sur la Plus 4. Donc on a ici le capot, on peut le glisser et il est conçu de manière à ce que ça bloque, laissant passer cette partie-là ouverte et permettant du coup d'imprimer du PLA ou du PETG sans risque de faire un effet four à l'intérieur ou de devoir laisser la porte ouverte. Alors c'est très pratique, ça l'est peut-être un petit peu moins si on met la kiddie box au-dessus puisqu'elle va bouger, mais bon, a priori elle va rester là à ce niveau-là et ça devrait tenir quand même, donc ça devrait quand même fonctionner. Il faut juste prévoir la place à l'arrière pour venir faire glisser le panneau supérieur. Alors sur le côté droit de la machine, en tout cas droit quand on regarde la machine face à nous, on a le bouton d'alimentation et la prise secteur. Donc ça c'est bien. Moi je préfère que ce soit sur les côtés que sur, en tout cas le bouton. La prise, elle pouvait être derrière, mais le bouton, j'aime bien que ce soit sur le côté. Et on a également, un peu comme sur la Bamboo H2D, un système pour venir la porter comme ça plus facilement par en dessous. On n'a pas le système qu'on avait sur la Plus 4 qui permet de venir la porter par au-dessus, hein, les poignées qui étaient glissantes sur le capot supérieur. Enfin, sur l'arrière, on a donc ici le toboggan de l'évacueur de déchets pour le multicouleur. On a un système pour serrer les courroies. Donc ici, on a deux trappes qui permettent d'avoir accès au réglage des courroies. On a un port RJ45 et ça, c'est bien. Vous avez vu dans la vidéo le hub si vous êtes dans la version combo, si vous avez acheté la kiddie box après.
Il y a un système qu'on appelle un couleur, un refroidisseur pour l'extrudeur, hein, qui est un système externe qu'on peut venir brancher ici derrière. Donc ben voilà, on a un petit port de disponible pour ce système-là. Et on a la sortie de l'air qui a été purifiée par le filtre qui se fait à ce niveau-là. On a également, vous le verrez plus tard en fonctionnement, mais on a une barre de statut en dessous du plateau, un peu comme sur la H2D maintenant ou sur la Prusa Core One, qui permet de voir un petit peu l'état de l'imprimante. Vert, l'impression est finie, rouge, il y a un problème, etc. Ça permet d'avoir un retour visuel d'un premier coup d'œil et ça, je trouve ça plutôt appréciable. Et enfin, là, si vous utilisez une KiddyBox, un port signal pour brancher la KiddyBox. Bon, alors voilà, donc comme vous le voyez, donc on va encore regarder l'interface, mais je vais d'abord lui trouver une petite place dans mon atelier pour pouvoir faire ça à l'aise. Comme vous pouvez le voir du premier coup d'œil, c'est une Plus 4 améliorée, hein, puisqu'on a un volume d'impression plus grand et on a également, donc ça, le système d'extrudeur, d'air couleur, je vous le montre juste après ce que c'est, et puis on testera son efficacité ou son utilisation en tout cas dans la vidéo. Je ne sais pas si je serai en mesure de tester son efficacité, mais donc on est sur une puce 4 améliorée qui intègre déjà tout ce qu'il faut pour pouvoir utiliser la KiddyBox, donc au niveau de la tête d'impression, le cutter, etc. Le système de hub, enfin en tout cas le branchement, puisqu'avec la puce 4 il fallait venir brancher sur le port USB une petite boîte pour pouvoir utiliser la KiddyBox. Voilà, ici on est comme sur la Q2 avec quelque chose qui est déjà pensé à la base. Alors au niveau des dimensions de la machine, bon, on retrouve sur le site les dimensions standards, mais vraiment ce qu'il faut prévoir dans l'atelier pour pouvoir l'utiliser. Alors, il faut quand même, pour ouvrir complètement le capot supérieur, vous devez prévoir à peu près 110 cm. Et pour pouvoir ouvrir ceci complètement, vous devez prévoir à peu près 70 cm, 70 cm de profondeur et en largeur. Alors là, ça dépend si vous utilisez le support de bobine sur le côté ou non. Mais en largeur, on est à 57 cm et puis vous comptez un petit peu plus pour avoir de l'espace pour le support de bobine si vous n'utilisez pas la KiddyBox, mais le support de bobine. Donc maintenant, je vais lui trouver une place dans l'atelier. On va regarder cette couleur pour extrudeur, et puis on va regarder l'interface et après on fera des tests. Alors comme j'avais dit, on a également un système qu'ils appellent Polar Cooler, hein, qui est un périphérique externe qui va venir déporter l'évacuation de la chaleur au niveau de l'extrudeur. Alors à quoi ça sert? Quel est l'intérêt? Le principe de fonctionnement de ce Polar Cooler est assez différent de ce qu'on connaît habituellement avec les imprimantes 3D. Donc au lieu de se contenter d'un ventilateur qui brasse simplement l'air ambiant, ici on utilise un module Peltier. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi un module Peltier? C'est un composant thermoélectrique. En fait, lorsqu'on alimente en courant, il crée une différence de température. Une face devient froide, l'autre devient chaude. La face chaude est évacuée par un radiateur et un ventilateur, tandis que la face froide sert à refroidir activement l'air. Alors dans le cas du Polar Cooler, l'air aspiré est d'abord refroidi par cette face froide du module Peltier, puis cet air refroidi est redirigé vers le hot end en complément ou à la place, ça je ne sais pas encore exactement, du ventilateur classique. Ainsi on refroidit donc plus uniquement par débit d'air, mais aussi par abaissement réel de la température de l'air envoyé. Alors l'intérêt c'est d'obtenir un refroidissement plus stable et plus efficace, surtout dans les conditions difficiles, par exemple des grandes pièces qui vont tendance à faire du warping. En fait l'idée c'est que un simple ventilateur dans une enceinte chaude souffle de l'air qui est déjà chaud. Avec un système Peltier, on envoie volontairement de l'air plus froid là où c'est nécessaire. Pour être tout à fait honnête, je suis curieux de savoir quelle est vraiment la valeur ajoutée, parce qu'un module comme ça n'est pas magique. Ça consomme beaucoup d'énergie, ça génère de la chaleur côté opposé et ça doit être correctement géré pour éviter la condensation ou un refroidissement excessif. C'est donc un système complexe qui sera vraiment utile à ceux qui savent l'utiliser. Alors au niveau de l'interface, on est sur quelque chose quand même qui est connu et classique chez Kiddy maintenant, mais que je trouve quand même toujours aussi efficace. Donc on a une interface comme ça assez claire. Donc derrière en fait on peut se connecter, on le verra après directement à Clipper, mais ici au niveau de l'interface,
on a donc une interface claire avec des onglets sur le côté. Donc le Home permet d'avoir accès aux premières fonctionnalités. Alors ici, c'est juste des conseils. On a les fichiers d'impression avec quelques fichiers qui sont déjà intégrés à la machine en eux-mêmes. Également des fichiers multicouleurs. On a le raccourci rapide vers les températures pour la buse, pour le plateau, etc. L'activation du Wi-Fi, l'activation au nom de la lumière. Un assistant, c'est plutôt là où on va avoir nos messages. Ici, sur le côté, on a les contrôles de la machine. Donc là encore, on peut avoir accès à l'éclairage, activer ou non les systèmes d'air et les températures ou venir modifier nos mouvements ici. Donc monter, descendre les axes, etc. On a le système de gestion de la bobine. Alors là, j'ai pas encore installé la KidiBox. Donc, j'ai pas encore allumé la KidiBox, mais quand la KidiBox sera allumée, on aura également l'interface de la KidiBox. On verra ça plus tard. Et on a les différents paramètres possibles. On peut se connecter au compte Kidi. Là, je l'ai pas encore fait. Je le ferai après pour voir l'application. On a le micro-logiciel, donc les mises à jour se font ici. Si on a mis une clé USB, on a accès au contenu de la clé USB ici. Et on a encore tous les paramètres avec notamment des options possibles pour l'impression. Est-ce qu'on veut faire la détection des spaghettis ou non? Je vais l'activer. C'est pas activé par défaut. Spaghetti corps étranger. Si il veut bien, voilà. On peut modifier la sensibilité. Moi, je mets toujours bas parce que voilà, il fait beaucoup de faux positifs. Pas forcément lui, mais l'IA de manière générale. Au niveau de la box, vous voyez qu'on a également une série d'options disponibles. On a des options de veille automatique, la langue, tout ça qui va ici. Au niveau de la traduction de la langue, je dois dire que ça a l'air d'être quand même très propre. J'ai pas vu de gros problèmes particuliers, donc voilà, moi je suis toujours assez, j'aime bien cette interface qui est à la fois simple mais suffisamment complète. Alors un test que je trouve intéressant à faire, c'est ils ont dit qu'il y a un plateau chauffant qui est très uniforme, donc je vais faire monter le plateau en température et puis je vais prendre ma caméra thermique et on va voir un petit peu ce que ça donne. Bon, alors je peux au moins confirmer l'uniformité au niveau du plateau. J'ai pris quelques points de mesure, on est vraiment à 59,6, 59,8. J'avais demandé 60 degrés de visée. Et à part un point un peu plus froid ici où je descendais à 58,9, vous voyez que globalement le plateau est pas mal uniforme au niveau de la répartition de la chaleur. Donc c'est vraiment pas trop mal par rapport à ce qu'ils disent dans leur marketing. Alors voilà, entre temps j'ai connecté la box, donc je vais pouvoir mettre du filament. J'ai du filament de chez Kidi et notamment un Navy Blue qui a l'air quand même vraiment sympathique. Alors au niveau de la KidiBox, voilà, le système fonctionne comme à peu près toutes les machines de ce type AMS. Moi, je suis pas très fan. Voilà. Alors moi, ce que je trouve intéressant dans celui-ci, c'est la possibilité de pouvoir s'en servir comme déshydrateur ou de pouvoir passer d'une bobine à l'autre pour quand on veut faire plusieurs fins de bobine. Mais pour la multicouleur en elle-même, je ferai peut-être une impression pour illustrer, mais je suis pas, je suis pas convaincu. J'ai fait une vidéo et je vous renvoie à cette vidéo sur la Q2C qui exploite la KidiBox. Voilà, en gros, ce que vous pourrez faire. J'ai pas envie d'utiliser du filament et gaspiller à cause des poups différents filaments de couleur pour faire un projet pour illustrer. Vous avez compris le principe. Je pense que de manière générale, on connaît maintenant ces systèmes AMS et c'est une ajoute qui peut être intéressante si c'est utile pour vous. Mais moi, c'est vraiment la machine, je la vois vraiment comme une machine de productivité, plus au niveau des pièces techniques. Donc, je l'ai mis ici dedans pour illustrer, pour vous montrer également l'interface. Donc, on va la regarder juste après, mais je ne vais pas vraiment l'exploiter dans le cadre de cette vidéo. Donc, voilà, au niveau de l'interface de la KidiBox, tout à l'heure, quand on a vu l'interface, je ne l'avais pas encore connecté. Maintenant que c'est connecté, on reconnaît la KidiBox, on a les différents emplacements. Là, j'ai le premier qui est mis. La KidiBox a ce site particulier qu'elle fait un petit bruit mécanique. C'est parce qu'elle a un système d'anti-retour à claquet ou à cliquet. Et donc, voilà, ça fait un petit bruit. C'est normal, c'est déstabilisant au début, mais c'est normal. Comme je le disais, on peut s'en servir comme déshydrateur. Donc pour ça, on vient cliquer ici et on peut venir mettre la température qu'on veut à l'intérieur de la box.
Si on clique sur la petite goutte, il vient nous dire, en fonction du filament, ici du PLA, il va mettre à 55 degrés pendant 8 heures. Donc là, ça fonctionne comme à peu près tous les déshydrateurs de manière indépendante. On peut également utiliser le séchage pendant l'impression. Donc voilà, ça c'est un petit plus appréciable. Et maintenant, je vais lancer un premier test d'impression en PLA avant qu'on teste un petit peu plus loin avec en fait plus du filament technique ou des usages plus adaptés à cette machine en particulier. Alors je vais imprimer ici une petite pince qui est prévue déjà dans la machine. Et comme ça, vous voyez un petit peu le workflow d'impression. Donc j'ai ici l'illustration DJ Code. Ça me dit que j'en ai pour 1 heure et 5 minutes, 25 grammes. J'ai bien ce plateau, le PET texturé, une buse de 0,4 standard. J'active le timelapse. Je lui demande de faire le nivellement du lit. Je choisis mon filament. Ici, le filament qui est dans la box. Et je lance imprimer. Et voilà, l'impression, c'est terminé. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de souci avec ceci. Ça, c'est bien imprimé avec la Kiddy Box. Et ça colle bien. Et voilà, ça c'est bien imprimé. Et la pince, fonctionne bien. Donc, de ce côté là, pas de souci. Puis au passage, vous voyez la couleur du Navy Blue de chez Kiddy que personnellement, j'apprécie pas mal. Donc voilà, c'était une première impression test pour voir si la machine fonctionnait bien et s'il n'y avait pas de problème de communication avec la Kiddy Box. Ça fonctionne bien, pas de souci de ce côté-là. La qualité est plutôt correcte. Ce que je vais faire maintenant, c'est on va aller sur l'ordinateur, on va installer Kiddy Studio et on va lancer une impression avec un fichier perso, donc pas un des fichiers que eux ont optimisé pour la machine. Donc alors pour l'utiliser, on va installer Kiddy Studio. Alors la clé USB contient Kiddy Studio, mais je vais aller directement sur le site pour trouver la version la plus récente. Et donc ici le site nous renvoie sur le GitHub avec la version la plus récente. Moi ici vous voyez je suis sous Mac, donc je viens prendre la dernière version pour Mac. Une fois que c'est installé, on est en gros sur un fork de Orca Slicer avec les couleurs de Kiddy, mais en même temps le protocole réseau également. Donc voilà, et je dois dire que par rapport à d'autres qui utilisent des forks d'Orca Slicer, ici ils sont quand même fort réactifs. Je vois souvent des mises à jour et on est quand même pratiquement sur les dernières versions d'Orca Slicer, donc c'est quand même plutôt bien. Alors je viens me mettre en Europe. Je choisis la machine. Vous voyez que en gros on peut choisir les machines de chez Kiddy, donc la X-Max 4. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont déjà par exemple les filaments de Bambu Lab en profil. Ça c'est bien. Polymaker, générique, donc on n'a pas toutes les marques, mais au moins on a du bambou. Donc ça c'est pas mal. Alors je vais décocher les filaments que j'ai pas besoin, que je sais. Et pour le reste, voilà, je vais laisser ça comme ça. Alors pour ceux qui connaissent Orca ou Bamboo Studio, mais on est sur une interface quand même qui est fort connue, je peux venir directement me connecter à Kiddy. Ensuite, au niveau de l'interface, je vais retirer, en fait, il y a les Max 3. Elles me sont pas utiles. J'ai le bambou PLA, PETG, ABS. Bon, alors c'est pas tous les bambous, mais bon, c'est déjà ça au besoin. Dans Kiddy, on a quand même pas mal de trucs. Donc moi, j'utilise pour le filament technique principalement du InsLogic. Et donc je vais devoir me faire mes calibrations. Et ça tombe bien parce qu'on a l'onglet calibration. Alors on n'a pas toutes les calibrations d'Orca Slicer. On n'en a que 3, mais elles seront déjà pas mal pour pouvoir calibrer de manière correcte notre filament. Alors il y aura certainement une version, donc il y aura certainement les profils qui seront injectés dans Orca Slicer, mais pour le moment c'est pas encore le cas. Donc si on ne veut pas se casser la tête, on peut toujours régler personnellement, manuellement notre imprimante dans Orca Slicer. Mais si on veut pas se casser la tête pour le moment, on peut juste utiliser Kiddy Studio. Alors c'est ce que je vais faire dans le cadre de ce test, pour éviter de fausser certains résultats dus à mon incompétence peut-être d'avoir pu adapter un profil correctement. Et première chose qu'on va faire, c'est, alors ici on a dit dans le slicer qu'on utilisait une X-Max 4, mais on communique pas encore avec la X-Max 4. Pour ça on vient dans l'onglet Device. Alors oui, moi je l'utilise en anglais, ça doit être périphérique si vous l'utilisez en français. Et on vient rajouter avec le petit plus notre imprimante.
Donc soit on connaît l'adresse IP et on la tape, soit éventuellement on la cherche. Et donc voilà, vous voyez, il la trouve ici directement, une KIDI AXMAX 4 sur la bonne adresse IP. Je lui donne un nom, je vais l'appeler la Max 4. Hop, voilà. Et vous voyez que j'ai accès à l'interface alors avec le filament. Et on voit ici au niveau de ma KIDI Box que j'ai bien le filament gris qui est là. Si j'active la caméra, on voit la caméra. Caméra qui au passage, je trouve pas top top. Hein. Bon, voilà, pour le dire clairement. On a toujours chez KIDI un petit onglet avec les filaments et les caractéristiques techniques des filaments. Alors, c'est plus intéressant, entre guillemets, pour les gens très techniques. Hein. Mais vous voyez, ça, ce qui est un peu intéressant, c'est qu'il va vous dire en fonction du filament, lequel est conseillé ou non d'être utilisé dans la KIDI Box. Si je prends par exemple du TPU, vous voyez qu'il me dit non, TPU dans la KIDI Box c'est pas top. Il donne aussi les conditions de séchage et ça peut être intéressant également pour avec n'importe quel dryer, mais il les donne pas tout le temps. Donc le tableau ici pour le TPU on l'a, mais voilà, on n'a pas ça pour tous les filaments, donc c'est dommage. C'était une bonne base, mais ce serait bien que ce soit un peu plus complet. Et on a également les paramètres d'impression recommandés. Voilà, c'est toujours intéressant de voir par exemple qu'avec l'ASA Aero, faut essayer de réduire un max la vitesse ou de faire une calibration avec un test de vitesse comme ça. Vous savez ou de vitesse volumétrique, comme ça vous savez exactement ce que vous devez faire. Alors, je le disais ici, on a une interface qui est assez simpliste par rapport à notre machine. On peut également simplement venir taper l'adresse IP dans un navigateur et avoir accès alors à une interface fluide. Alors fluide, pas parce qu'elle est fluide, fluide qui est une interface pour un firmware clipper. Vous voyez ici fluide, qui est personnalisé pour KIDI et c'est clipper quoi. Donc qui permet d'avoir un fonctionnement beaucoup plus avancé de notre machine, la gestion des fichiers et avoir accès à nos fichiers de configuration ici. Si on le veut, vous voyez qu'il y a toute une série de fichiers de configuration qui sont poussés par KIDI. Alors ici, c'est vraiment si vous savez ce que vous faites. N'allez pas commencer à modifier un fichier de configuration si vous ne connaissez pas. Sinon, vous risquez vraiment d'avoir des problèmes d'impression après. Mais c'est ce que j'aime bien sur cette imprimante, c'est qu'elle permet à la fois une utilisation assez simpliste et simplifiée, et en même temps une utilisation beaucoup plus complexe si on a besoin vraiment de personnaliser notre expérience par rapport à nos besoins d'impression. Bon, voilà, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour, ce qu'on va faire, c'est un test d'impression. Alors, je vais d'abord imprimer une pièce en PLA avec le PLA Rapido Navy qu'il y a déjà dans la KIDI Box. Et pour tester ce PLA, je vais essayer ici de voir la finesse d'impression qu'on peut avoir en essayant d'imprimer ceci. Voilà, c'est une petite sculpture, ils appellent ça sculpture numérique. Moi, je la trouve plutôt sympa. Donc voilà, il me dit que j'en ai pour 8h22. Donc c'est parti. Bon, ça s'est imprimé, c'est déjà bien. Voyons voir le résultat. Alors voilà le résultat et comme vous voyez, moi je trouve ça super beau. Les détails sont super fins. J'ai un petit peu du mal, honnêtement, à voir les lignes d'impression. J'ai presque l'impression que ça a été fait en résine. Oui, je sais, j'exagère, je suis dithyrambique sur la machine, mais franchement, je suis super étonné. Et la couleur, j'adore cette couleur Navy Blue. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, ça, c'est du PLA. Après, cette machine, elle est surtout bien pour ses dimensions. Aussi pour sa capacité à gérer du filament technique. On va regarder ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quand même faire un test en multicouleur. Et pour ça, je vais, voilà, à mon avis, je vais prendre quelque chose qui va pas trop utiliser pas trop faire de purge quand même. Donc, on va rester dans un volume petit, on va dire. Donc, c'est parti.
Bon, alors pour quand même tester un peu le multicouleur, je vais imprimer avec la Kidibox pour voir déjà si ça interagit bien les 4 couleurs entre eux. J'ai 3 filaments de chez Kidi, du PLA Rapido, le vert, le blanc et le bleu. Et alors j'ai mis une bobine de doré de chez Bamboo Lab, doré bronze comme ça de chez Bamboo Lab. Donc on va voir. Alors à cause du système de purge, ça va certainement prendre du temps. Donc vous voyez, j'en ai pour 10 heures d'impression. Moi je trouve ça énorme, mais c'est une des raisons pour lesquelles moi j'utilise assez peu le système multicouleur comme ça, avec des systèmes de purge en tout cas, et plutôt des multitools. Après, je dis pas que c'est mauvais, voilà, je pense que les gens qui n'ont pas le choix, c'est bien que Kidi offre cette possibilité via leur Kidibox. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus optimal et faut bien penser. Alors il y a moyen aussi d'utiliser plus intelligemment le multicouleur, notamment ici on va vraiment avoir un changement de couche 5 fois ou 3 fois à chaque couche, donc ça va générer énormément de poops si on fait un multicouleur différemment en hauteur et tout ça, mais avec ce modèle-ci c'est pas trop possible. À titre de comparaison, si je l'avais imprimé en une seule couleur, hop, je vais le dupliquer et effacer la couleur. Donc en titre de comparaison, j'en avais pour 43 minutes et 27 grammes, alors qu'ici avec le multicouleur, j'en ai pour 10h40 et 179 grammes. Donc voilà, ça c'est le coût de l'impression en multicouleur. Donc voilà, pas de problème du côté du multicouleur. La Kidibox a fonctionné sans difficulté. Je trouve toujours la Kidibox un peu bruyante et avec un petit bruit comme ça mécanique, mais bon, c'est normal, c'est le fonctionnement. C'est un peu déstabilisant, mais c'est le fonctionnement normal. Donc voilà, et la précision dimensionnelle est bonne. Donc rien à dire, bon, elle fait le taf, quoi. Bon, alors je voulais encore faire une utilisation intelligente de l'espace, et je me dis que et de la Kidibox et pour le multicouleur, pour éviter de perdre trop de déchets, une bonne manière d'exploiter à la fois le multicouleur avec cette machine et la grande taille, c'est de faire des U-Forge. Alors ici vous voyez, j'en ai un que j'ai importé. Alors agrandir en général, je ne sais pas, je vais essayer, je vais voir si ça donne un bon résultat, c'est la première fois que je le fais. Donc c'est un projet que j'ai trouvé sur Maker World, donc je l'ai pris directement en 3MF, et vous voyez que quand je l'importe en tant que projet, il garde les couleurs, ce qui est pas mal. Donc ici, l'idée c'est d'exploiter quand même un maximum, donc on va pas pouvoir travailler entièrement toute la surface, mais on peut déjà agrandir, ce qui me permet quand même d'avoir la plaque qui fait 34 cm sur 34 cm. Le fichier prévoit une impression en 0,08 et donc ici on utilisera la Kidibox avec du filament bambou. Et voilà, alors dans cette taille avec cette hauteur de couche, il en a pour 13 h et 8 minutes. Je vais lancer puis on verra le résultat. Alors, on va voir ce que ça donne. Le résultat est superbe. Mais donc voilà le résultat. C'est vraiment splendide. Moi j'adore, et donc c'est une utilisation plus intelligente également, puisque on va pas gaspiller beaucoup de poops avec ce genre de truc. Donc et avoir un grand plateau, ça aide pour pouvoir faire des U-Forge quand même de plus grande taille. Alors pour tester le TPU, moi j'aime bien utiliser ce modèle, un petit Moai. J'ai du TPU rouge de chez Kidi, c'est du TPU 95A, donc HF. On va tester ça. Il me dit que j'en ai pour 49 minutes. C'est parti. Bon voilà, pas de souci pour imprimer ce TPU. Par contre, je ne l'ai pas mis dans le Kidibox, puisque les TPU de manière générale dans le Kidibox, c'est pas vraiment recommandé. Donc je l'ai mis sur le porte-bobine extérieur, mais comme vous voyez, pas de souci pour imprimer ce TPU. Bon, alors maintenant, je vais essayer d'imprimer avec du filament un petit peu plus technique. Donc moi, celui que j'aime bien, c'est le InsLogic. Alors ici, j'ai toute une série. Alors ici, je vous montre les petites boîtes comme ça au passage. Je vous montre que ça existe dans des petits conditionnements. Je vais faire, ou j'aurais fait, ça dépend, je ne sais pas dans quel ordre, une vidéo dédiée pour présenter ces produits. Mais toujours est-il que voilà, je vais utiliser le InsLogic. Alors j'ai du PC, du PA6CF, du PA12CF, de l'ABS, du PC ABS,
du PA66, je pense. Donc ben, je vais tester les capacités de cette imprimante qui se veut être plus technique avec ce filament plus technique, et ben, on va voir ce que ça donne. Alors pour tester le nylon, donc le nylon chargé en fibre de carbone, le PA12CF, j'ai choisi ces petites buses pour aspirateur parce que justement j'avais perdu le mien, je le retrouve plus, et plutôt qu'en acheter un, autant l'imprimer. Alors pourquoi l'avoir fait en PA12CF? Bon, déjà je voulais du nylon pour que ce soit plus rigide, hein, plus solide, et en même temps, donc le PA12 est très rigide, en même temps je voulais que ce soit relativement léger, et il fallait une faible absorption de l'humidité parce que c'est quand même une pièce d'aspirateur dans laquelle il y a de l'air qui va passer, et voilà, donc ça c'était important. Et là où, personnellement, je trouve, mais je peux me tromper, c'est que je trouve que par rapport au PA6, hein, vous allez me dire, ouais, tu aurais pu aussi l'imprimer en PA6 GF, comme tu feras pour les autres pièces. Mais non, en fait, je trouve que le PA12 a quand même une meilleure précision, une meilleure stabilité dimensionnelle. Donc voilà, hein, j'ai choisi le PA12 CF pour cette raison-là. Bon, et alors vous allez me dire, oui c'est bien beau, mais pourquoi une Max 4 à cette dimension-là, si c'est pour imprimer des petites pièces comme ça? En fait, voilà la réponse en une image. Imaginons, hein, bon, j'ai pris ça ici comme ça, mais ça pourrait être autre chose. Imaginons que vous êtes dans la productivité et qu'il faut que vous imprimiez beaucoup de pièces. Eh ben, l'avantage d'avoir un grand plateau, et un grand plateau qui n'est pas forcément haut non plus, hein, c'est ceci. Vous pouvez multiplier votre production en un coup, et ça, c'est un avantage certain, ou un certain avantage d'une machine à ces dimensions. Bon, ben voilà pour le PA12CF, donc le nylon chargé en carbone. Donc l'imprimante a géré ça sans aucune difficulté. J'ai vraiment imprimé comme du PLA, hein. En gros, j'ai pris le profil par défaut Kiddy PA12CF, c'était même pas du Kiddy. J'ai pris le profil par défaut, là j'ai même pas fait de calibration spécifique, et ça marche très très bien. Alors, pour tester ce PA6GF, j'ai choisi ce petit cache ce pare-soleil pour objectif pour mon appareil photo. Alors pourquoi ça pour du PA6GF? Eh bien le PA6GF, hein, donc c'est un nylon chargé en fibre de verre. Il se prête bien à des pièces fonctionnelles qui tirent parti de sa rigidité et aussi de sa résistance à la chaleur, et il a une faible absorption de l'humidité. Donc pour moi, c'est un nylon qui est bien quand on va l'utiliser pas mal dehors. Alors des fois, je vais dans des pays un peu chauds, des fois des pays un peu froids. Et donc pour un pare-soleil d'appareil photo, je trouve que c'est adapté. Bon alors déjà, il s'est imprimé et il n'y a pas eu de poups et tout ça, donc c'est déjà bien. Et au niveau de la qualité, comme vous pouvez voir, hein, c'est quand même très très propre. Donc là, c'est un test réussi. Donc ça ici, c'était le PA6GF. Alors pour tester le PA666, hein, j'ai décidé de faire ici des boucles d'attache. Alors pourquoi du PA666 pour ce genre de choses? Eh bien parce que contrairement par exemple à un autre nylon, hein, le PA12 ou le PA6GF par exemple, le PA666 est un peu plus souple et est plus tenace, et donc il a une meilleure résistance au choc et il offre moins de rigidité, ce qui est très bien quand par exemple on a ici une pièce qui doit être légèrement flexible, sans être non plus dans du TPU, pour pouvoir venir clipser, déclipser par exemple. Donc pour moi, il se prête vraiment particulièrement bien à ce genre de choses. Et puis, vous imaginez bien qu'un mécanisme comme celui-là a besoin d'être solide. Donc, je préférais l'imprimer avec ce genre de matériaux. Alors là aussi, ça a l'air de s'être bien imprimé. La partie mâle de la pièce, là, aucun souci. C'est propre, ça s'est bien imprimé. C'est bien solide. Et la partie femelle, j'ai des supports à retirer. Évidemment, les supports sont plus compliqués à retirer parce que la matière en elle-même est plus compliquée. Et voilà, ça se clipse, ça a l'air de bien tenir. Donc ça fonctionne bien, je dois juste un peu nettoyer les traces de support, mais voilà, ça marche bien.
Alors pour tester le PC ABS, j'ai décidé de faire ici une pièce, hein, donc pour ceux qui connaissent, ceux qui connaissent reconnaîtront, il s'agit ici du cache pour le Stealth Burner d'une Voron 0, donc c'est une petite pièce. Alors pourquoi du PC ABS pour ça? Parce que le PC ABS combine à la fois la rigidité et la résistance thermique du PC, hein, du polycarbonate, et en même temps la fluidité et la ténacité de l'ABS. Et donc voilà, habituellement ce genre de pièces on le fait en ABS, et moi je préfère maintenant, surtout pour celle-là, les autres pièces de la Voron sont en ABS, mais pour celle-là qui est quand même exposée à une chaleur un peu plus grande, hein, puisqu'on a le hot end qui vient se mettre dedans, je trouve que c'est approprié. Donc voilà, alors c'est le PC ABS, on peut le faire pour pas mal de choses qui sont liées à l'électronique, par exemple des supports de PCB, des couvercles de boîtiers électroniques, etc. Et donc voilà, hein, je vais imprimer ceci pour le tester. Bon, et là encore, le PC ABS, absolument aucune difficulté, hein, comme vous pouvez voir. Ça c'est imprimé, c'est propre. Je me suis pas cassé trop la tête pour les calibrations, hein. J'ai pris le profil par défaut qui avait de PC et je suis parti de là et j'ai fait quelques réglages de débit avec les calibrations et voilà. Donc puisqu'il n'y avait pas de profil PC ABS dedans, mais c'est plutôt propre, ça donne bien. Bon alors quelle conclusion pour cette Kiddy Max 4? Je vais pas y aller par quatre chemins. Pour moi, une excellente machine. Alors je sais, j'affectionne particulièrement la marque Kiddy parce que pour moi Kiddy, c'est une marque plutôt discrète qu'on n'entend pas. Il n'y a pas un énorme marketing autour comme on peut avoir dans d'autres marques, mais qui travaille bien dans son coin à proposer des machines qui propose un prix quand même relativement contenu pour des expériences qu'on pourrait avoir beaucoup plus chères ailleurs. Alors ici on a quoi? On a une machine avec un grand volume qui permet, vous avez vu pour les UForge c'est génial, qui permet d'avoir du multicouleur, même si personnellement je suis pas fan du multicouleur avec ce type de box. Si on en a besoin ou si on l'utilise intelligemment, ça peut quand même faire l'affaire, qui permet de travailler à peu près tous les matériaux techniques courants. J'ai pas testé avec des matériaux à 250 € le kilo parce que déjà techniquement je pense qu'on était limite, et en plus j'ai pas de bobine de matériaux de ce style là. Mais avec ce qu'on pourrait avoir besoin pour faire du drone, pour faire du prototypage rapide, pour imprimer des boîtiers de composants électroniques, pour une pièce dans la maison, pour un usage plus technique quotidien, la machine fait parfaitement le job. Alors vous avez vu, la taille du plateau permet également d'envisager une plus grande productivité, et derrière ça on a également une machine qui permet un usage simplifié via une interface simplifiée et en même temps un peu plus approfondi via une interface fluide basée ou propulsée par Clipper. Donc on a vraiment une machine qui coche, ah oui j'ai oublié de dire aussi, mais bon on l'a vu dans la vidéo, une chambre activement chauffée et l'accessoire Collar Puller, Polar, enfin bref voilà. Alors pour cet accessoire, je suis mitigé. Je pense que ça fonctionne bien dans un cas d'usage où ce serait nécessaire. Je ne crois pas que c'est absolument indispensable si on calibre bien son filament. Moi, j'ai fait des tests pour essayer de faire dans la vidéo un passage où ça n'avait pas bien marché, où ça avait warpé, où j'avais des délaminations et puis activé avec le couleur Polar. Mais en fait, j'avais tout de suite des impressions très correctes. Et alors, j'ai essayé et j'ai eu des résultats peut-être légèrement mieux avec le Collar Puller. Alors puisqu'il est avec, s'il est avec ou puisqu'il est avec, mettez-le, hein, mais comme j'ai expliqué, il faut aussi bien savoir l'utiliser parce que vous pourriez éventuellement dégrader plus la pièce si vous l'utilisez mal. Donc un accessoire qui est sympa, utile à mon avis pour des cas d'usage très spécifiques, mais qui pour moi n'est pas un indispensable de cette machine qui à elle toute seule fait déjà largement le job pour un tarif qui est pour une machine de cette taille avec ses capacités qui est quand même plutôt agressif. Alors j'ai pas du tout d'expérience du service après-vente de chez Kiddy, en tout cas pas en tant que client
normal. Donc ça, je peux pas vous dire si le fait que ce soit moins cher, vous payez un peu sur moins de services. Je sais pas, les quelques retours que j'ai sont quand même plutôt positifs. Mais dites-moi vous si vous avez eu des expériences avec Kiddy et si vous avez quelque chose à dire à ce sujet-là. Donc en tout cas, pour moi, une machine qui est équilibrée, qui coche à peu près toutes les cases et qu'il faut quand même vraiment envisager si on peut se passer d'un écosystème qui nous prend la main, hein, parce que par exemple chez Bamboo on a d'excellentes machines aussi, mais on est sur un écosystème qui nous prend la main et on paye un peu plus cher pour ça. Ça peut être très utile pour beaucoup de choses. Voilà, dans ce cas-ci, si le cas d'usage de cette machine, avoir un plateau plus grand en XY, un peu moins en Z, qui permet d'avoir une productivité plus grande pour imprimer plus de pièces en même temps, surtout du technique, éventuellement du multicouleur, mais ponctuel, parce que si vous faites de la productivité en multicouleur, je vous conseille pas d'aller sur une machine comme ça, je vous conseille d'aller sur une machine multitête. Mais si vous faites du multicouleur de manière ponctuelle ou un multicouleur intelligent qui va générer moins de poups comme ce que j'ai montré dans la vidéo avec le UForge, c'est une machine qui va être totalement justifiée à mes yeux. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, et puis moi je vous dis à la prochaine.